Salut tout le monde, bienvenue à cet autre épisode du podcast d'Hockey sur demande sur les ondes Etchemin Télé, édition du 2 février 2026. Un tout nouveau mois qui débute, Stéphane, le deuxième mois déjà de l'année. Ça passe vite. Dans pas si longtemps, on va être le printemps. Là. Écoute, dans un mois et demi, là, ça va commencer à fondre toute cette belle neige-là, du moins c'est ce qu'on souhaite. Évidemment, des fois, ça n'arrive pas tout le temps ce qu'on souhaite, malheureusement. Mais toi, comment ça va de ton côté? Ça va super bien. Comme on faisait dans l'autre podcast tantôt, je reviens de Québec. Une belle fin de semaine dans la belle vieille ville de Montréal, de Québec, excuse. Donc, ça fait du bien. Tournoi d'hockey pour mon petit bout. En fait, mon plus grand. Je dis mon petit bout, mais ça reste mon petit bébé. Mais c'est mon plus grand garçon. Donc, tournoi M15 à Val-Bélair, Val-Cartier, ça a été super bien. Belle organisation. J'ai félicité un petit peu tout le monde là-bas. On a perdu en quart de finale, mais on s'est fait battre par Rouville en quart de finale et ils ont gagné le tournoi. Donc, c'est pas si mal quand même. Donc, perdre contre les gagnants, ça fait toujours moins mal. Exactement. Et belle performance là, de mon patelin, là, les riverains de Bécancour qui se sont aussi fait éliminer par Rouville en demi-finale. Donc, ça a été un bon tournoi quand même. J'ai vu des vieux garçons, des vieux joueurs avec moi. Danny Saint-Arnaud, si tu m'écoutes, tant mieux. Mais Danny qui était le défenseur avec moi quand j'étais au hockey mineur de toutes nos années. Donc, je l'ai vu là-bas avec son petit garçon et sa femme, là, son petit garçon qui était goaler dans le M15. Donc, ça a été des belles retrouvailles, c'était le fun. Puis, on a eu bien du fun. Produit local, on a vu des bons joueurs, on a vu des moins bons joueurs, puis on a eu du fun en masse. Donc, c'est important. Ben écoute, Stéphane, vu qu'on parle de tournoi de hockey mineur et tout ça, je veux d'habitude, on se garde la fin du podcast pour parler de nos équipes là, dans la région des Etchemins. Mais là, tant qu'à parler de hockey mineur et tout ça, allons-y tout de suite parce que je veux vous parler justement d'un tournoi qui a eu lieu du côté de Sainte-Marie au centre Castel. Le tournoi, là, écoute, le nom est quand même assez long. Là, c'est le tournoi M13 Beauce Atlas Lyon Sainte-Marie. Donc, c'est du stock. Mais la raison pour laquelle que je veux vous parler de ce tournoi-là, c'est qu'il y a deux de nos équipes, les Castors de Prolac, qui, eux, sont les équipes des Etchemins dans le hockey mineur, qui se sont rendus en finale de ce tournoi-là dans deux catégories, soit dans le M13A et dans le M13B. Dans le M13A, malheureusement, on s'est incliné par la marque de 1-0 face aux Baroudeurs de Beauce-Centre. Le seul marqueur qui a été Loïc Pouliot. Là, donc, ça a pris seulement un but en troisième période, Stéphane. C'est un match ultra défensif. Et on s'est buté un gardien là, qui était en grande forme, là, visiblement, dans ce tournoi-là. Et dans la finale du M13B, ben, devine quoi? On s'est encore incliné contre les Baroudeurs de Beauce-Centre qui ont remporté les grands honneurs dans ces deux catégories-là. Mais cette fois-ci, c'était par la marque de 3-2. On avait tiré de l'arrière le 2-0 là, dans la rencontre en première période, mais on est revenu avec deux buts. Jérémy Talbot et Mathis Rainville qui ont inscrit les deux buts du côté des Castors et ça a été en prolongation. Et évidemment, Stéphane, je ne sais pas si tu as déjà vécu ça dans ta jeunesse, dans les tournois de hockey mineur. Tu te rends en prolongation, défaite crève-cœur en finale d'un tournoi. Théo Pouliot qui donne la victoire aux Baroudeurs de Beauce-Centre. Ça a été quoi la défaite qui t'a fait le plus mal, Stéphane, dans le hockey mineur, toi, de ton côté? Je pense que c'est quand tu perds en finale. Évidemment, je me souviens pas quel tournoi, mais je me souviens plus jeune d'avoir perdu en finale par un but à comme 3 minutes de la fin qu'on s'est fait scorer. Là, ça a été crève-cœur. Puis honnêtement, en fin de semaine, c'était la même chose. Là, je regardais les matchs se jouer. L'équipe M15B de Valleyfield ont perdu en prolongation 2-1 dans leur dernier match. C'est toujours crève-cœur. Tu penses avoir enfin la chance de pouvoir aller à un autre niveau. Et tu perds souvent comme ça. Donc, écoute, c'est des défaites crève-cœur, mais c'est des défaites qui te font vieillir, qui te font de l'adversité, qui te permettent d'être meilleur dans des situations. Puis honnêtement, c'est pas facile un tournoi. Tu sais, t'as 12, 13, 16 équipes, des fois 8, puis il faut que tu te battes contre ces équipes-là. Tu sais pas d'où ce qui vient, tu connais pas les statistiques, tu connais pas les joueurs. Oui, tu peux aller voir à ça avec les Sportals. C'est le monde, Max, qui d'ailleurs adore le site Sportal. Donc, les spoilers de ce monde, voir les statistiques dans chaque ligue, mais c'est tellement difficile de voir. Est-ce que la ligue est vraiment forte? Est-ce que les joueurs sont forts? Il y a des ligues à 5 équipes, des ligues à 24 équipes au Québec. Donc, c'est ça la grosse différence. Donc, est-ce que le 2A est présent aussi? T'sais, on en parle souvent du élite, là, mais le 2A, c'est difficile. T'sais. Est-ce que dans une ville, c'est 50 km pour faire un 2A ou c'est 10 km? Donc, ça dépend des agglomérations, des municipalités qui sont alentour au Québec. Donc, c'est jamais facile. Puis tu sais, c'est pas comme dans la LNH ou dans le professionnel que tu peux avoir tu peux faire du vidéo comme on dit. Là, je veux dire, c'est des équipes d'hockey mineur. Les matchs de 3/4 du temps sont pas filmés, quoi qu'il y en a sur Livebarn là, des fois là, dans le hockey mineur, mais tu sais, c'est rarement tout filmé. Fait que tu n'as aucune idée de comment l'équipe joue. Tu as juste une feuille de statistiques, tu te dis bon, lui, il est productif, il est bon.
Lui aussi, il a de l'air d'être pas pire, il marque beaucoup de buts. Ouais. Mais tu n'as aucune idée comment le gars joue. Tu n'as aucune idée de ses habitudes. Donc, ça doit être difficile de coacher une équipe de hockey mineur, honnêtement. Je lève mon chapeau à tous les entraîneurs là, qui donnent de leur temps là, pour faire cet accomplissement-là. Mais sinon, félicitations évidemment là, aux deux équipes là, des Castors là, qui ont quand même fait un bon bout de chemin. Même si on n'a pas remporté le tournoi, comme tu dis, c'est des événements qui font grandir, qui font gagner de la maturité, d'expérience et tout ça. Des beaux moments aussi qu'on partage avec nos amis et nos coéquipiers et de se rendre loin comme ça. Faut lever notre chapeau. On va leur dire félicitations et on va leur souhaiter évidemment une belle fin de saison. Sinon, Stéphane, on ne parlera pas du Kraken, malheureusement, cette semaine. Il n'y avait pas de match. Le Kraken qui va jouer simplement. En fait, le moment où vous allez voir le podcast, oui, il va y avoir un match. Il va y avoir un match, mais le moment où on l'enregistre, il n'y en a pas eu. Donc, un petit congé là, du côté du Kraken qui, eux, évidemment, sont en feu. On va tenter, évidemment, de poursuivre sur cette belle lancée-là. Sinon, on va aller du côté des Hunters de Saint-Prosper. Après une belle victoire contre Lotbinière le 16 janvier dernier, on jouait le 23 là, du côté de Saint-Charles et malheureusement, ça a été une défaite par la marque de 4-3 en prolongation. Mais on a quand même vraiment démontré beaucoup de résilience du côté des Hunters parce qu'on a marqué le premier but de la rencontre. C'est Brian Lemieux là, qui a inscrit son 6e en première période. Donc, on menait 1-0 après 20 minutes de jeu. On a eu une deuxième période difficile avec 2 buts là, qui ont été inscrits du côté de Saint-Charles. Là, Jérémy Bourdeau et aussi Jean-Pierre Morin là, qui ont marqué les buts du côté de Saint-Charles. Et en plus, en troisième période, on accorde un autre but pour faire ça 3-1 à 11h35. Donc, il restait moins de 10 minutes à la période. Et vers la fin, alors qu'il restait moins de 5 minutes à faire au match, on a inscrit 2 buts coup sur coup. Alexandre Roy et Cédric Poulain qui ont réussi à créer l'égalité. Mais malheureusement, en prolongation, à la 29e seconde, Zachary Lamontagne là, qui est allé mettre ça hors de portée avec son 2e de la saison. On va chercher un point quand même là, du côté des Hunters. Comme j'ai dit, c'était peut-être pas le départ. Oui, on a un bon départ avec le premier but. Mais après ça, on a accordé les 3 suivants. Mais malgré tout, on est allé chercher un point. Et là, ça achève aussi là, du côté de la Ligue de hockey Côte-Sud. Il ne reste plus beaucoup de matchs d'ici la fin de la saison. Et je vais essayer d'avoir quelqu'un de l'équipe là, pour au moins les séries éliminatoires qu'on puisse mettre la table là, dans les prochaines semaines. Lorsqu'on regarde, là, il reste le match. Ça, c'est pas juste les Hunters, ça, c'est toutes les équipes. Mais je pense qu'il reste comme 2 semaines là, au calendrier. Donc, il reste vraiment plus beaucoup de hockey. Là. Vois-tu, le 30 janvier, on joue du côté de Montmagny. Et je pense que c'est la dernière rencontre de saison régulière. Donc, il reste seulement une semaine. Ça finit quand même tôt là, du côté de la Ligue d'hockey Côte-Sud. Et ensuite, là, ce sera les séries éliminatoires. Si on fait un portrait là, global, là, un peu de la situation du côté des Hunters, bien évidemment, on est toujours au dernier rang. Là, sur 8 équipes, là, on est rendu à 4 victoires, 9 défaites et 4 autres en bris d'égalité. On est à 2 points de Sainte-Marie. Qui, eux, c'est quand même surprenant, Sainte-Marie, qui ont souvent des bonnes saisons, mais là, cette année, c'est plus difficile. On est au 7e rang avec 7-9-2. Lotbinière, ben écoute, c'est l'équipe là, à battre, là, et pourtant, on le fait là, du côté des Hunters là, la semaine dernière. Mais 13 victoires, 4 défaites. Écoute, une en prolongation aussi. Sinon, on est plus 34 au niveau des plus et moins. Là. On a 83 buts marqués en 18 matchs. On va faire le calcul ensemble, OK? On va sortir la calculatrice. Là. Si on fait 83 buts divisés en 18 rencontres, c'est une belle moyenne de 4,6 buts par rencontre. Donc, on ne marque pas loin de 5 buts par match. Ce qui est quand même beaucoup, honnêtement. Et on en a accordé seulement 49. Et ça, c'est la deuxième meilleure équipe à ce niveau-là. Il y a seulement Saint-Jean-de-Port-Joli qui ont inscrit moins de buts qu'eux avec 47. Et évidemment, le 83 buts marqués, c'est dans les tops. Là. En fait, c'est dans le top. Là. On est dans les meilleurs là, de toute la ligue. Et on est aussi l'équipe la plus punie, 432 minutes de pénalité depuis le début de la saison. Donc, en plus d'être offensif, de gagner des matchs, eh bien, on écope de beaucoup de pénalités. Donc, on joue la carte de la robustesse là, à merveille du côté de Lotbinière. Sinon, je vais te parler d'un joueur aussi. Un joueur qui est natif de Lac-Chemin qui a inscrit son 5e but de la saison avec les Americans de Rochester dans la Ligue américaine, Olivier Nadeau, qui lui avait été un choix de 4e ronde des Sables de Buffalo. Continue de rouler sa bosse, là, a inscrit le seul but des siens dans une défaite de 2-1 là, contre
Cleveland le 24 janvier dernier. De son côté, il a disputé là, 24 matchs. Il a marqué 5 buts, 3 passes, pour un total de 8 points. C'est sa première saison vraiment complète, là, si on veut, dans la Ligue américaine, là, alors qu'il avait seulement joué 4 matchs en 2024-2025 et 2023-2024, il en avait joué 5. Donc, joueur de soutien jusqu'à maintenant, mais apporte quand même là, une contribution offensive là, quand même intéressante. Et pour closer tout ça, je vais vous parler du Custom Performance de ProLac, là, qui est l'équipe junior du côté des aides-chemins. Grosse victoire contre les Prédateurs d'Appalaches, grosse victoire de 8-2. Il y a Nathan Poulain, Mathis Gosselin, Hubert Deblois, Olivier Jeunesse. En fait, Hubert Deblois en a marqué 2. Ensuite, Frédéric Baudon en a marqué 2 aussi et Tristan Bisson également. Donc, un match assez offensif. Et question d'en ajouter encore plus, il avait joué un autre match aussi. Cette fois-ci, c'était contre Beauce Centre. Malheureusement, ça s'est moins bien déroulé cette fois-ci. On a perdu 7-3. Ça, c'était le lendemain là, qu'on avait joué. Donc, Nathan Poulain, Thomas Larochelle et Calvin Clich là, qui ont été les joueurs qui ont inscrit des filets là, du côté du Custom Performance des aides-chemins. Donc, on va leur souhaiter la meilleure des chances pour la suite. Prochain affrontement, là, ça sera en fait, ils vont les rejouer le 7 février prochain. Mais est-ce qu'il y a un match entre-temps? C'est ce que je veux vérifier. Oui, on va jouer, en fait, là, il y a 2 autres matchs là, qu'on va jouer avant de se rendre à ce match revanche contre Beauce Centre. Alors qu'on va jouer le vendredi 20 janvier contre Canam Haute-Beauce, groupe Canam Haute-Beauce, en fait. Et ensuite, on va jouer au Centre sportif L'Aquatutile contre le Garaga de Saint-Georges. Et ça, c'est le lendemain, le samedi 31 janvier. Donc, on vous fera l'état des rencontres. En fait, les matchs ont eu lieu, évidemment, au moment où que vous voyez ce podcast, mais on va en parler lors de l'épisode suivant. Donc, c'est pas mal ça, Stéphane, pour le tour d'horizon de nos équipes des aides-chemins. Très intéressant de suivre tout ça. Et là, on va essayer, évidemment, d'avoir plus d'invités là, pour venir nous parler de tout ça. Pas seulement regarder là, des faits saillants et des statistiques. Là, on veut essayer d'avoir également des intervenants là-dessus. On a reçu le Kraken, évidemment, en début de saison, mais on veut essayer d'avoir également d'autres invités. Mais en attendant, Steph, on va y aller d'un petit bilan là, pour le reste du podcast, parce qu'on est rendu à la 50aine de matchs dans la LNH. On commence à voir un petit peu les courses à gauche et à droite là, en série. Dans l'Est, évidemment, c'est ultra serré. Mais avant de parler de tout ça, je veux qu'on se concentre un peu chez le Canadien de Montréal. Demain, c'est l'équipe là, de notre province. C'est pas ton équipe, Stéphane, mais c'est quand même l'équipe de notre province. Oui, il faut en parler quand même. Alors, le Canadien, lorsqu'on regarde le classement actuellement, est dans les équipes repêchées. Avec 28 victoires, 17 défaites, 7 autres en bris d'égalité. On est la première équipe repêchée avec 63 points. Très bonne offensive. Jusqu'à maintenant, on est dans le top 10 là, de la Ligue. Défensive, on a accordé... en fait, on a un différentiel de plus 2, ce qui n'est pas énorme. Ce que j'ai envie d'y aller, Stéphane, pour analyser tout ça, on va y aller tout simplement avec la surprise et la déception du côté du Canadien. Chacun de notre côté. Je vais te laisser y aller avec ta surprise depuis le début de la saison. Le tricolore. Ça peut être les joueurs, ça peut être des facettes du jeu, ça peut être des coachs, ça peut être Cadio, ça peut être n'importe quoi. Vas-y. Évidemment, moi, ça va être le deuxième trio du Canadien. Là, comme on le dit souvent depuis quelques semaines, je pense qu'on cherchait un deuxième joueur de centre pour alimenter le deuxième trio du Canadien depuis le début de la saison. Puis évidemment, mais on l'a trouvé, mais est-ce que ça va durer? Je pense que Max, on est un petit peu pas mi-figue puis raisin, mais on essaie de voir si ça va vraiment être à long terme une bonne solution avec Kapanen. Évidemment, s'il se développe assez bien pour suivre Demidov et Slav du deuxième trio, ça peut devenir une option très intéressante. Mais je pense que personne n'avait ça sur sa carte de bingo de voir Kapanen sur une deuxième ligne au centre puis faire très bien. Un peu comme je disais aussi, c'est le deuxième trio du Canadien est dans le top 5 des deuxièmes trios au niveau à 5 contre 5 dans la Ligue nationale. Ça, c'est assez impressionnant. Donc, on marque peut-être pas des buts beaucoup dans les derniers matchs, mais on s'en fait pas accorder non plus du côté du Canadien. Et ça permet aux autres équipes d'avoir un plan de match complètement différent. On sait comment Cole Caulfield va bien présentement avec les buts. Nick Suzuki marche très bien aussi. Et là, on cherche vraiment un troisième élément du côté de la... Évidemment, Suzuki Caulfield joue à gauche, mais c'est un droitier. Mais on cherche quand même un élément marqueur là, sur le premier trio du Canadien, puis on ne l'a pas trouvé. Et ça, c'est en partie à cause que le deuxième trio fonctionne bien. Donc, on est un petit peu pogné du côté du Canadien avec des joueurs de troisième plan, quatrième plan pour essayer d'alimenter le premier trio ou à venir compléter ce premier trio-là
Canadien. Mais pour moi, la grande surprise, c'est vraiment la tenue du deuxième trio. Là, depuis que Slafkovský a été muté à cette ligne-là, là, peut-être 30 matchs déjà. Là. Et du côté de. En fait, de mon côté, ça aurait été facile de dire Kapanen parce qu'évidemment, il a surpris tout le monde. Mais moi, je vais y aller avec une autre surprise parce que, pas que mes attentes étaient basses, mais puis pas que je commençais à perdre un peu espoir, mais je me disais, ben écoute, ça va être ce genre de joueur-là, puis oui, il va peut-être s'améliorer un peu plus avec le temps, mais je ne m'attends pas à ce qu'il devienne un joueur très offensif. Mais là, on commence à avoir une toute nouvelle vitesse de Juraj Slafkovský, honnêtement. Là. Tu regardes depuis qu'il s'est joint justement avec le trio de Kapanen et Demidov. C'est pas juste la production, c'est la façon dont il joue. C'est complètement différent de la façon qu'il jouait avec Caulfield et Suzuki. Puis, oui, ça marchait avec ces deux-là aussi. Mais sur le trio, ce qu'il jouait avec Caulfield et Suzuki, c'était Suzuki qui avait la rondelle. Puis on dirait que du côté de Slaf, on cherchait peut-être un peu trop, justement, Caulfield et Suzuki. Mais depuis qu'il est avec Demidov et Kapanen, c'est lui qui mène cette ligne-là. C'est lui qui va chercher les rondelles, qui va vraiment créer des revirements et tout ça. Oui, c'est encore Demidov qui est peut-être le cerveau, entre guillemets, de ce trio. Il va être le gars qui va passer la rondelle, qui va aller avec les passes savantes et tout ça. Mais je trouve que Slafkovský joue beaucoup avec plus d'autorité depuis qu'il joue avec ce deuxième trio-là. On dirait qu'il est moins généreux, entre guillemets, parce que il ne cherche pas tout le temps. Ouais, les superstars de son trio, qui est Caulfield et Suzuki, on joue vraiment, là, c'est pratiquement, pas que c'est lui la superstar, on s'entend que c'est plus Demidov qui est l'étoile un peu de ce trio-là. Mais c'est quand même un gars qui amène vraiment un élément précis sur ce trio-là. Puis, tu sais, on en parlait tantôt dans l'autre podcast qu'on faisait en direct. Il ne faut pas toucher à ce trio-là parce que chaque joueur a son rôle. Puis, si tu n'enlèves un des trois, j'ai l'impression que ça va défaire le trio au complet. Parce que chacun fait son travail. Slafkovský va chercher la rondelle. Demidov, quand il a la rondelle sur la palette, qu'est-ce qu'il fait? Il l'envoie à Kapanen. Puis Kapanen, qu'est-ce qu'il fait? Il est tout le temps bien placé. Il a juste à tirer. Puis on dirait que pratiquement tout rentre quand il décoche des lancers. Fait que tu sais, chacun, c'est un peu comme un travail à la chaîne, si on veut. Puis si tu enlèves quelqu'un de ces trois-là, ben la chaîne va débarquer parce qu'il va manquer un élément. Tu sais, ce trio-là, c'est vraiment un tout ensemble, je trouve. C'est vraiment l'exemple parfait. Parce que moi, je persiste à dire que si Kapanen ne joue pas avec Demidov, Kapanen, il n'y en a pas de Kapanen. Là. Il va être. C'est rien enlevé à Kapanen, mais c'est que Kapanen, sa force, c'est qu'il se place tellement au bon endroit tout le temps pour recevoir la rondelle, mais c'est pas lui qui va leader son trio, c'est pas lui qui va mener son trio, qui va fabriquer des jeux. C'est pas un fabricant de jeux, c'est un gars qui va terminer le travail. Et c'est un peu, ça peut être vu comme un défaut pour certains, mais il laisse faire le travail par les autres. Mais par exemple, quand tu mets la rondelle sur la palette, par exemple, il s'occupe de son travail, de la mettre dedans. Puis c'est pour ça que ce trio-là fonctionne. Donc, mais pour revenir à Slaf, il est devenu un rouage important d'un des trios, comme tu le mentionnais tantôt, qui fonctionne le plus dans la LNH dernièrement. Et tu regardes sa projection actuellement. Il y a une saison de 50 points, l'année suivante, 51 points. Là, il est sur un pace de 65 points et sur un pace de 30 buts aussi. Je pensais jamais que Slaf allait avoir une chance de marquer 30 buts. Je voyais plus un gars de 25-30, 25-25. C'est un gars qui va faire 50-60 points, mais qui va amener d'autres dimensions. Là, il était à quoi? Il était à 21 ans, puis il pourrait déjà atteindre ce que je pensais qu'il allait faire à son prime. Donc, ça donne le goût d'en voir encore plus qu'il va avoir 24, 25, 26 ans dans ses meilleures années. C'est vraiment de plus en plus excitant. Puis, tu sais, il y en a plusieurs qui critiquent. Puis, tu sais, j'étais un de ceux-là aussi qui n'était pas convaincu de la sélection de Slaf au premier rang. Ouais, je me suis là, oui, on a des vidéos, d'ailleurs, on a la preuve sur vidéo. Mais c'était moins pire que Rainbacker, par exemple. Là, oui. Rainbacker, pour la petite histoire, j'avais un chandail du Canadien d'accrocher en arrière et j'ai pris le soin de décrocher le chandail et de le tirer par terre parce que je n'étais pas satisfait de cette sélection-là. Pas Demidov, mais Slafkovský, c'était moins pire. Ouais. Mais bref, je n'étais pas ultra convaincu. Là, on commence à voir pourquoi que le Canadien l'a fait de lui son choix de première ronde. Et pendant ce temps-là, pour tourner le fer dans la plaie, on parle d'échanger Shane Wright du côté du Kraken de Seattle. Des rumeurs qui commencent à circuler à ce niveau-là qu'on veut vraiment s'en départir. Donc, finalement, on a peut-être fait le bon choix du côté du Canadien. Il y a juste Cooley là, qui pourrait être un autre joueur qu'on pourrait débattre. Là.
Mais sinon, Slafkovský qui remplit très bien son rôle depuis le début de la saison. C'est pour ça que je le mets comme ma surprise, parce que je pensais pas qu'elle allait atteindre ce plateau-là. Tu sais, je pensais que dans son prime, ça allait pas mal ce qu'on voit actuellement, là. Mais là, je pense qu'on peut voir encore une vitesse supérieure que j'attendais plus, honnêtement. Ouais, puis ce que j'aime de Slafkovský cette année, c'est que l'avantage numérique, il fait des points. Tu sais, Suzuki a 9 points en avantage numérique, mais Slafkovský en a 9 buts, pardon. Là. Donc, tu sais, ça, c'est intéressant de savoir que ton deuxième meilleur pointeur du Canadien, c'est Slav en avantage numérique après Suzuki. Là. Donc, tu sais, ça, c'est une facette qu'on n'avait pas de lui. Évidemment, elle joue plus. Là, c'est quand on regarde le nombre de minutes qu'il joue depuis l'année passée, il est à 18 minutes 7 présentement, ce qui n'est pas en haut de 20 minutes encore. Il reste qu'un deuxième trio. On fait 20 présences par rencontre et là, on lance à 30%. Donc, c'est sûr que ça l'aide. Mais effectivement, Slav de voir qu'un éclosion, qu'il y a un avancé qui se fait aussi au niveau de l'offensive, mais ça l'aide beaucoup à un gars comme Demidov qui commence et à un Kapanen aussi qui commence. Il ne faut pas oublier que cette ligne-là a quand même 2 recrues flamme en neuf de cette année et un gars qui a seulement 22 ans. Là. Sa 5e année, oui, peut-être, mais il a seulement 22 ans. Bon, juste ça, c'était le positif. Maintenant, Steph, je pense que je sais ce que tu t'envoies avec ça, mais je vais te laisser y aller. Ta déception là, depuis le début de la saison. Ben, écoute, ma déception depuis le début de la saison, il pourrait en avoir plusieurs. Évidemment, le 4e trio du Canadien ne fonctionne pas super bien. Oui, on va dire que c'est pas réellement un trio qui est toujours avec les mêmes joueurs, mais est-ce que pour moi, Brendan Gallagher en donne assez? Je pense qu'on est rendu au bout du rouleau. Du côté de Brendan Gallagher, je pense que Josh Anderson, c'est la même affaire. Même s'il a 11 buts cette année, c'est pas un gars qui est vraiment intense cette année. Et je trouve que malheureusement, je trouve que les vétérans n'en donnent peut-être pas assez. Peut-être Madison qui en donne quand même vraiment beaucoup. Je pense qu'on cherche vraiment à trouver un bottom six du Canadien, puis on pensait jamais dire ça. Le Canadien a toujours eu beaucoup de joueurs de 3e et 4e tour dans son alignement, je trouve. Mais pour moi, c'est vraiment le 4e trio qui ne fonctionne pas. Et vous savez comment je suis avec Noah Dobson. Moi, je pense que défensivement, je pensais que c'était là que tu t'en allais. C'est le joueur qui me déçoit le plus. Et non, là, vous allez me dire, oui, mais là, si tu penses qu'il va faire 84 points ou 78 points comme les Islanders, non. Moi, le problème, c'est que Noah Dobson, on me l'a vendu comme un défenseur numéro 1, bon dans les deux sens de la patinoire, qui va t'apporter un plus à 5 contre 5 avant l'avantage numérique. On sait déjà que les Nelson vont jouer en avantage numérique de toute façon. Oui, un lancer foudroyant, oui, mais écoute, pour moi, c'est pas un défenseur de premier plan. Malheureusement, je suis déçu parce que c'est pas le nombre de points, c'est l'utilisation qu'on fait de lui qui fait que à 23 minutes par rencontre, 26 chiffres par rencontre, je trouve qu'il devrait en donner plus que ça. C'est pas un joueur qui est hyper robuste. La seule chose que je vais lui donner, c'est qu'il bloque beaucoup de lancers. Puis ça, c'est une facette qu'il n'y avait pas que la Landers qui fait avec le Canadien. Est-ce qu'on lui a demandé de faire ça du côté de l'organisation? Probablement. Mais pour moi, je ne m'attends pas à ce qu'il dépasse les Nelson en termes de points, mais je m'attends à ce que Noah Dobson soit meilleur défensivement, qu'il soit vraiment un top paire 2, qu'il soit là dans les bons moments, quand dans les mauvais moments. Regardez au dernier match, il fait déborder comme un con encore par un joueur par rapport qu'on ne connaît pas. Moi, c'est vraiment la constance de Noah Dobson qui te fait mal. Puis honnêtement, il est encore jeune, c'est pas un problème. Le contrat de 9,5 millions, pour l'instant, je pense pas que c'est une déception. Mais à 6 pieds 4, 200 livres à 26 ans, je m'attendais un petit peu plus à lui. Puis moi, je l'avais vu pas mal plus comme un défenseur plus utile. Présentement, malheureusement, c'est Madison. Je pense qu'il est le 2e défenseur dans l'uniforme du Canadien. Moi, ma déception, c'est pas un joueur en particulier. C'est un joueur en particulier, mais c'est pas le gars en particulier et son jeu. C'est plus l'utilisation qu'on fait de lui. Zachary Bolduc, qui se passe quoi? Je veux dire, honnêtement, je comprends pas le Canadien, pourquoi qu'on l'est allé le chercher si on n'a pas de chaise pour lui. On va chercher Dano après, on va chercher Texier après. Il avait bien débarré la saison. Je pense que c'était 4 buts en 4 matchs, de quoi de genre. Là, il marquait vraiment là, en début de saison. Après ça, il y a eu un slump. Et là, après ça, on s'est mal promené partout sur l'alignement, sur le premier, le deuxième, troisième trio, avantage numérique 1, plus d'avantage numérique, avantage numérique 2. On ne sait plus quoi faire avec Zachary Bolduc. C'est plate, c'est sa première saison avec le Canadien, puis on ne semble pas avoir de chaise pour lui. Ce que je trouve plate, parce que Bolduc, honnêtement, m'a surpris avec sa robustesse. Il a distribué quand même des bons coups d'épaule depuis le début de la saison. C'est pas à chaque match, mais il a planté 2-3 sur le bas des joueurs là, depuis le début de la saison. Puis, il s'implique. C'est pas une question qu'il ne s'implique pas. Il a un bon tir.
Puis tu sais, tu parlais tantôt du troisième, quatrième trio, qu'on n'a pas de production, on n'a pas de vie sur ces trios-là. On dirait que c'est juste du bois mort qu'on a là, puis qu'on attend que les contrats finissent, puis on a hâte qu'ils finissent là, dans certains cas. Puis Bolduc, qui est un peu pogné dans ça, il joue avec des Gallagher qui ne suit pas, il joue avec des Dano qui n'est pas offensif, il joue avec des Veleno qui ne fait rien offensivement. On l'essaye sur le premier trio, 2 matchs, on n'est pas satisfait, on le redescend. On n'a juste pas de plan avec Zachary Bolduc. Puis c'est plate parce que c'est un beau projet, je trouvais, lorsqu'on l'a échangé Logan Mailloux pour lui. Il venait de connaître une belle fin de saison avec les Blues. Je ne m'attendais pas à ce qu'il en marque 35 cette année comme plusieurs, là, loin de là. Mais je m'attendais au minimum à ce qu'il soit vraiment steady sur un top 9 puis qu'il ne bouge pas trop de là, qu'il ait de l'avantage numérique vraiment. C'est peut-être pas nécessairement première vague, là, parce qu'on a déjà pas mal de nos joueurs pour ça, mais tu sais, je trouve juste qu'on ne semble pas avoir de plan avec lui. Puis tu sais, t'écoutes Martin Saint-Louis, puis tout ce qu'il fait, c'est dire que bon, il s'améliore défensivement, tu sais, ça s'en vient, puis tout ça, mais j'ai comme l'impression qu'on veut faire un Arturi Lekonen de lui, qu'on veut que ce soit un joueur bon défensivement, quand sa force, c'est son. Pareil comme Lekonen, sa force, c'était son tir, c'est ses éléments offensifs, mais on veut encore le catégoriser comme un joueur défensif. On a tellement fait ça dans le passé avec plusieurs joueurs, puis je peux pas croire qu'on va encore faire la même erreur avec un gars comme Zachary Bolduc. Est-ce que c'est un joueur de premier trio? Peut-être pas. Ce qui n'aide pas non plus dans son cas, c'est que justement, le deuxième trio est pas mal canné. Kapanen, Demidov, Slavkovski, ça ne bougera pas avec un bon bout. Fait que c'est soit qu'il se ramasse sur le premier ou soit qu'il se ramasse sur le troisième, mais comme pas d'entre deux. Puis malheureusement pour lui, lorsqu'il a été placé sur le premier trio, il n'a peut-être pas saisi l'opportunité comme on l'aurait voulu. Mais il est comme un peu dans un cul-de-sac et je trouve ça juste dommage pour lui. Pas juste parce que c'est un Québécois, mais parce que c'est un joueur qui a un profil intéressant. Puis je trouve pas qu'on exploite son profil à son plein potentiel, malheureusement, actuellement. Non, puis on semble jouer au chat la souris avec lui. On sait pas, OK, je joue pas un bon match, on le met sur le quatrième trio, je joue 8 minutes, 2 mises en échec. On le renvoie sur le premier trio pour 2 matchs. On a souvent fait ça du côté du Canadien avec des joueurs qu'on n'est pas sûr. Au lieu de les prendre et de les développer, de les amener à un autre aspect sur le premier trio ou le deuxième trio, on cherche à les garder à une place. Puis on s'attend à ce que le joueur soit déjà rendu. Il ne faut pas oublier que Zachary Bolduc, c'est un jeune joueur. C'est un gars qui a des facultés, qui a beaucoup de facilité pour lancer la rondelle, qui a un lancer puissant, mais il faut lui donner un petit peu une chance quand même. Là. C'est pas parce que c'est un Québécois, je pense que c'est le Canadien fait trop souvent ça, avec des joueurs, comme tu dis, à long terme. Et moi, je pense que c'est le genre de joueur qui peut se développer avec un premier trio. Surtout que, faut se dire, le Suzuki, c'est pas un gars qui est solide, là. C'est pas un gars qui va venir les mises en échec, aller chercher les rondelles en fond de territoire. Même chose pour Caulfield, qui est plus un sniper, là, en bon français, un gars qui va il va faire les buts. D'ailleurs, en 29 buts, c'est pas pour rien. On a besoin d'un gars qui va aller chercher les rondelles en fond de territoire, qui va venir déranger devant le filet, qui va créer l'espace pour ces deux joueurs-là pour pouvoir fonctionner. Puis qu'en même temps, il va donner la chance d'avoir une deuxième chance de marquer parce que Suzuki qui a de faire une passe à lui, reste qu'il y a un bon lancer quand même. Donc, tu sais, il faut apporter cet aspect-là du côté du Canadien. Puis là, on cherche à trouver une solution rapidement, mais avec pas les bons éléments, je trouve. Tu sais, Texier a eu des bonnes séquences, mais ça reste que c'est pas lui la clé de cette organisation-là sur le premier trio. Ça ne sera jamais non plus. C'est un joueur qui peut t'aider pour une coupe de game, mais qui ne pourra pas être là à long terme, c'est sûr, certain. Et là, du côté du Canadien, si on regarde grosso modo le gros dossier qui fait jaser, évidemment, les fameux gardiens de but. Écoute, du côté du Canadien, on a essayé Montembeault, on a essayé Dobush, on a essayé Fowler. Selon toi, Stéphane, qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Est-ce qu'il faut commencer à regarder des options à l'externe ou si parce que tu sais, on en parlait tantôt, il y a un gars comme Jesper Wallstedt du Wild qui est disponible. Malheureusement, c'est pas un bon fit avec le Canadien parce qu'évidemment, le Wild qui veut du court terme, des joueurs qui peuvent aider maintenant. Le Canadien, je pense pas qu'ils vont donner un Caulfield, un Suzuki ou ces joueurs-là pour obtenir Wallstedt, mais est-ce qu'il faut commencer à regarder avec des solutions à l'externe ou si tu crois que faut s'armer de patience, espérer que Fowler se développe bien, puis en attendant, on jongle avec Montembeault et Dobush. Parce que, écoute, tu regardes les statistiques des gardiens, là, puis c'est à se demander comment on fait pour. Une chance qu'on a une attaque qui est dans le top 10 de la Ligue, parce que c'est clairement pas les gardiens qui nous font gagner présentement. Là. Non, puis malheureusement, c'est un petit peu le bas qui blesse, là. Puis tu sais, sans critiquer un ou l'autre. Je pense que c'est très difficile du côté du Canadien. Puis d'amener Fowler avant la pause olympique, je pense que c'est pas une bonne idée. Je pense qu'on va vivre pour les 5 prochaines rencontres comme ça avec Dobush et Montembeault. Mais l'année prochaine, je pense qu'on va vraiment être prêt du côté du Canadien à aller sur une autre planète avec les gardiens de but. Puis
honnêtement, faut aller plus vite que ça. Faut aller espérer avoir un gardien de but qui va tenir solidement la cage du Canadien présentement. Et on l'avait toujours dit depuis longtemps. Je pense que Montembeault peut être un très bon deuxième gardien de but, a donné des forts services aux Canadiens dans les 2 dernières années. Mais je pense qu'on voit vraiment la limite de ce qu'il peut nous apporter. Puis Dobèche, mais ça reste une recrue. Faut pas l'oublier, c'est sa première saison complète dans la Ligue nationale. On a tendance à l'oublier parce que c'est Dobèche, puis les fans sont peut-être moins accrus à ça, mais ça reste que Dobèche, c'est une recrue. 15 victoires cette année, c'est le gardien de but qui a donné le plus de victoires du côté du Canadien. Je pense que c'est une marque de respect encore quand même du côté de l'organisation qu'il faut faire. Et il faut laisser la chance à Dobèche de peut-être garder des buts un petit peu plus dans les prochains matchs. Faut pas oublier que c'était lui qui a écopé vraiment quand Montembeault est revenu après le temps des fêtes et que Fowler était encore là. C'est vraiment Dobèche qui gardait le moins possible les buts. Donc, écoute, je pense que c'est une situation difficile, mais en même temps, Max, on en parle depuis un petit bout, les autres podcasts, même chose. Ça reste le Canadien, l'équipe la plus jeune dans la Ligue nationale. On est encore en construction, on n'est pas officiellement rendu à l'étape numéro finale. Donc, on s'épate rapidement à Montréal. On veut vraiment des choses rapidement. On l'a dit un peu sur notre autre podcast tantôt. Les gens aiment ça quand c'est fait vite, rapidement, puis les changements de trio, pis ça. Il ne faut pas oublier non plus qu'on est en reconstruction encore. On n'a pas fini là, la fameuse zone, mettons, la zone terminale là, du côté du Canadien, c'est pas fait encore. Parce qu'on regarde présentement les gardiens, le seul qui garde des buts pour 900, c'est Jacob Fowler à 902. Le gardien qui a le plus de victoires, comme tu as mentionné, c'est Jakub Dobeš avec 15. Il garde des buts plutôt pour 887. Et Montembeault, c'est plate à dire. On veut qu'il réussisse, mais à date, c'est pas mal lui qui donne le moins de chances de gagner aux Canadiens. C'est dans le podcast là, de la Poche Bleue, je pense, de Maxime Lapierre, qu'il y avait une stat qui avait sorti que le Canadien avait donné 25 avances à Samuel Montembeault. Puis il y en a 21 qui ont été scrappés, ces avances-là. Puis tu sais, c'est pas juste la faute de Montembeault, il faut se le dire. Là. Je veux dire, prenez juste le match contre les Browns dernièrement. Là, oui, il a été faible sur les buts en fin de rencontre, mais il y a des couvertures qui ont été mal faites. Il y a des joueurs qui ont dormi au gaz aussi, mais il faut que le gardien réussisse à faire l'arrêt. Puis malheureusement, je me souviens même pas la dernière fois qu'un gardien a vraiment été solide, mais vraiment que c'est lui qui a volé le match, là, de A à Z, là, que c'est lui. C'est une performance de 35 arrêts, là, il a accordé un but sur 35 tirs, puis que ça a été une victoire comme de 2-1 ou 3-1, quelque chose du genre. Même nos victoires qu'on a présentement, c'est du 4-3, on accorde beaucoup de buts. Puis comme j'ai dit, heureusement, on réussit à en marquer plus que l'adversaire là, à quelques reprises, mais on ne peut pas espérer arriver en série puis gagner des matchs 6-3, 6-4. C'est pas ça les séries. Il faut que tu sois capable de limiter les chances de marquer, limiter les buts en général. C'est des matchs de 3-2, des matchs de 4-2 avec un but dans un filet désert. C'est des matchs serrés. Puis je trouve pas que le Canadien présentement est équipé pour faire face à ce genre de match-là. Puis on l'a dit, le Canadien n'est pas rendu là de toute façon. Là, dans leur reconstruction, ils ne sont pas là pour gagner. Mais j'ai comme l'impression que ça pourrait être, si le Canadien fait les séries, ça pourrait être encore une sortie assez hâtive, comme ça a été le cas l'année dernière contre les Caps. Là. Ça s'était terminé en 5. Si ça ne se replace pas défensivement, ça risque d'être encore une fois une série qui va se terminer en 5 en première ronde. Oui, exactement. Puis, tu sais, ça se peut que ça soit le processus qui s'en va par là aussi. Là. Donc, il ne faut pas non plus capoter avec ça. Mais c'est sûr que si on n'a pas des gardiens de but de premier plan ou des gardiens de but qui font les arrêts, souvent, le problème qu'on a présentement, c'est que c'est peut-être pas le fait qu'on n'a pas des gardiens de premier plan, mais c'est qu'on ne fait pas les arrêts sur les arrêts qu'il faut faire. T'sais. En désavantage numérique, le Canadien, ça va vraiment pas bien présentement. Depuis les 5 derniers matchs, c'est vraiment difficile. Puis ton meilleur joueur en avantage numérique, en désavantage numérique, c'est qui? C'est ton gardien de but. Donc, ça reste quand même une pression incroyable à Montréal d'être gardien de but, je le sais, avec les passés. Mais il faut quand même que tu aies un gardien de but qui fasse ce travail. Puis présentement, malheureusement, ça ne fait pas le travail. Tu as glissé un mot. Désavantage numérique du côté du Canadien, c'est vraiment, je pense que c'est une des choses qu'il faut corriger le plus rapidement possible. Là. Le Canadien qui est présentement 26e avec 76% d'efficacité seulement. Puis pourtant, on est allé chercher Philippe Danault qui était censé être le gars qui allait stabiliser tout ça. Ça ne se donne pas malheureusement actuellement. On a Jake Evans, on a Joe Veleno. On dirait qu'on a plein de joueurs qui pourraient occuper ce rôle-là de tuer les punitions. Mais on dirait qu'il n'y en a pas un qui est capable de le faire. Puis je pense que c'est Philippe Danault qui a dit récemment il suffit juste qu'il y en ait un ou qui dort au gaz dans des avantages numériques, puis ça vient tout de contrebalancer la stratégie et tout ça.
Donc, on n'est pas alerte en désavantage numérique, visiblement. Mais pourtant, on les a, les éléments, mais c'est juste que ça ne clique pas, malheureusement. Exact. Puis on dirait qu'on n'a pas le même plan de match qu'on avait. Tu sais, avant la pause des fêtes, ça allait bien. Jake Evans s'était blessé, mais évidemment. Mais tu sais, Jake Evans, c'est pour être ton meilleur centre défensif avec Philippe Danault, mais on semble pas avoir la même stratégie défensive. Si tu regardes les autres équipes jouer contre le Canadien de Montréal en avantage numérique, quand le Canadien est en avantage numérique, on est très agressif sur les ailes, très agressif sur les défenseurs, puis on veut absolument que la rondelle est en fond de territoire pour qu'on puisse dégager du côté de l'adverse. Quand le Canadien est en désavantage numérique, c'est le contraire. On est passif, on joue un genre de losange trop passif. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas les bonnes instructions. Pourtant, on a les bons éléments, comme tu dis. Donc, c'est difficile à comprendre pourquoi le Canadien est aussi non opportuniste présentement en désavantage numérique. Là. Tu sais, je pense que dans les 4-5 derniers matchs, c'est 40% des chances de se faire compter en désavantage numérique. C'est beaucoup trop. 75 dans le dernier match, là, évidemment. Il y a eu 3 buts en avantage numérique du côté... Samedi, je vais continuer. C'est-tu les Bruins qui ont fait... les Bruins, donc c'est les Bruins, c'est ce que j'avais un blanc, donc c'est 75% des 3 en 4 au niveau des Bruins. Donc c'est sûr que c'est vraiment difficile du côté du Canadien, les avantages numériques. Mais c'est des phases. Les avantages numériques, c'est des phases. Ça va bien en avantage numérique présentement, ça va mal en avantages numériques. C'est juste que malheureusement, on pense avoir les éléments, puis on sait qu'on a les éléments du côté du Canadien, c'est juste que ça ne fonctionne pas. Mais ça prend un gardien de but qui arrête les rondelles. Donc, tu sais, ça reste encore ce que, comme tu as dit, en désavantage numérique, ton meilleur élément, ça reste ton gardien de but. Et du côté du Canadien, évidemment, bon, qu'est-ce qui va bien? Les jeunes joueurs, ça va super bien. Écoute, Demidov pourrait être dans la course là, pour le trophée Calder. Et là, bon, les blessures commencent à revenir aussi. Du côté de Newhook, on a recommencé à patiner, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et là, on a la fameuse patate chaude que personne semble vouloir régler, ce dossier-là. Patrick Laine à l'entraînement est de retour à l'entraînement avec les réguliers. S'est entraîné là, avec le premier trio au moment où on enregistre le podcast. Là, probablement qu'il va avoir joué des matchs là, avec le premier trio aussi. Là, on joue contre Vegas le mardi. Est-ce que tu vois un scénario où Patrick Laine peut encore rester avec le Canadien au-delà de cette saison-ci, ou si, selon toi, date limite de transaction, merci, bonsoir, il est parti, ou limite, finit la saison à Montréal, à peu près ça, il est parti, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est joueur autonome sans compensation là, à la fin de la saison. Ouais. Il y a un certain moment, on pensait peut-être qu'on entrevoyait un avenir à moyen terme, peut-être pas le long terme, mais moyen terme. Mais encore une fois, les blessures, le début de saison difficile, ça vient un peu tout... chiffonner tout ça et on envoie ça aux poubelles. Mais est-ce que tu vois quand même une petite lueur d'espoir que parce qu'on l'a dit tantôt, il manque un joueur sur le premier trio avec Caulfield et Suzuki. Si jamais ça devait cliquer avec ces deux-là pour X raisons, je sais que les chances ne sont pas énormes, certains diront, mais mettons, dans un scénario hypothétique, que ça clique avec Laine, Caulfield et Suzuki, est-ce que tu vois quand même un scénario où il peut rester avec le CH ou si peu importe ce qui se passe, ça va être terminé après cette saison-ci? Moi, je pense qu'il y a trop d'hypothèses. Le problème, c'est qu'on n'est pas sûr à 100% de ce qui va se passer avec Patrick Laine, peu importe s'il est en santé ou non. Et le Canadien ne voudra pas aller de ce côté-là à la fin de son contrat. Il ne faut pas oublier qu'il gagne 8,7 millions. Je ne pense pas qu'il va se trouver un contrat à la même valeur. Ça n'ira jamais pour autant. Là. Ça va probablement être un 5, 5,5 dans une place où il aura besoin d'un joueur en avantage numérique. Mais je ne vois pas pourquoi le Canadien voudrait garder un gars. Tant qu'à avoir un Patrick Laine qui va te donner peut-être 25-30 matchs par saison, pas bon en 5 contre 5, je pense qu'on est mieux de donner la chance à un autre joueur qui va s'en venir probablement l'année prochaine, comme Michael Age ou un autre comme ça. Moi, je pense que c'est fini. Puis, tu sais, je vais même te dire, je pense que Kirby Dach est à ses derniers milles aussi que le Canadien. Ça va vraiment être difficile pour lui de re-signer un contrat, même si il est avec compensation à la fin de la saison, mais il faut vraiment que dans les derniers matchs, il démontre qu'il est capable de jouer sur un top 6, sinon ça va être un joueur de ce troisième trio seulement. Donc, le Canadien a quand même des contrats qui vont se terminer à la fin de la saison, qui vont aider à ce que ça fonctionne mieux dans les prochaines années, que le plafond salarial va augmenter. Mais pour moi, c'est impossible. Je ne vois pas dans quel monde Patrick Laine pourrait signer les Canadiens de Montréal. La seule façon que je verrais ça, c'est s'il fait 20 buts en 20 matchs.
Ouais. Tu sais, là, qui ressortent une explosion de fou, là, puis qui commence à faire des buts à pu finir, puis qu'il est vraiment en feu. Je vois pas pourquoi, sinon, le Canadien de Montréal se tirerait dans le pied une autre saison ou un autre 2, 3, 4 saisons. C'est sûr, du côté de l'agent de joueur, on va essayer de trouver le plus de saisons possible. On va vouloir aller chercher le maximum d'argent et de saisons. Donc, ça sera pas une tâche facile, mais je vois pas pourquoi on ferait ça du côté du Canadien de Montréal. Ça fait aucun sens. Parce que du côté du Canadien, ce qu'il faut mentionner, c'est que Laine, son contrat se termine cette année. Kirby Dach, tu as mentionné tantôt aussi, il va être joueur autonome avec restriction. Même chose pour Veleno. Veleno, je pense qu'il va être parti aussi. Bolduc, reste à voir qu'est-ce qu'on va faire avec lui. Samuel Blake, je n'ai pas détesté comme joueur de quatrième trio. Il va devenir également joueur autonome sans compensation. Mais là, c'est l'année d'après que là, le ménage va se faire. Gallagher, son contrat se termine. Dano, son contrat se termine. Anderson, son contrat se termine. Newhook va être joueur autonome avec restriction, mais Newhook avait quand même bien joué depuis le début de la saison avant qu'il se blesse. Là. Pas bien. Ça était vraiment sur un pace pour battre sa meilleure saison en carrière. Là, donc, lui, je ne l'enlèverai pas de mon jeu de cartes tout de suite. Sinon, pas Veleno, mais Kapanen va être RFA, Demidov aussi, mais eux vont rester. Mais c'est plus après la saison 2026-2027 que là, c'est là que le ménage va se faire. Puis que là, on va vraiment avoir plus de 109. Mais en attendant, on est comme pris un peu avec ces contrats-là. Donc, il faudra s'armer de patience. Mais je suis d'accord avec toi, je pense que du côté de Laine, ça prendrait vraiment une fin de saison à tout casser pour vraiment là, qu'il reste là, à Montréal. C'est dommage parce qu'il semblait s'y plaire à Montréal. La famille aussi, tout ça. Mais à un moment donné, ça prend des joueurs qui contribuent dans l'alignement. Puis Laine, c'est un début de saison très difficile. Est-ce qu'on peut mettre ça sur le dos de la blessure? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais c'est parce que là, il en accumule des blessures. Puis ça n'ira pas à s'améliorer non plus. Il vieillit aussi. Donc, il risque d'avoir d'autres bobos qui vont sortir à gauche et à droite. C'est un investissement qui. T'sais, être une équipe de la LNH, là, j'hésiterais à offrir un contrat à Patrick Laine. Même s'il ne demande pas si cher que ça. Tu sais que c'est un joueur qui va visiter régulièrement la liste des blessés. Tu sais que c'est un joueur qui ne va pas t'en donner tant que ça à 5 contre 5. Va t'en donner beaucoup en avantage numérique cependant, mais à 5 contre 5. Là où la majorité du jeu se passe, c'est à 5 contre 5. S'il n'est pas capable de t'aider dans cette facette du jeu-là, c'est très difficile de s'engager à long terme avec lui. Là. Non, exactement. Puis tu sais que c'est un gars qui ralentit déjà à cet âge-là. Comment tu veux qu'il accélère? Tu sais, c'est pas un joueur qui va être en condition physique de feu dans les prochaines années. En tout cas, je vois pas comment que ça pourrait arriver, honnêtement. Là. À moins qu'on ait vraiment une autre avenue dans l'entraînement ou peu importe, mais c'est un joueur qui va ralentir avec les prochaines années également. Donc, tu sais, c'est pas le style de jeu du Canadien. Et oui, le style du jeu du Canadien, c'est une équipe qui est rapide, une équipe qui est pas robuste, une équipe qui va vraiment acter sur la vitesse, sur l'exécution. Et là, on est vraiment le contraire avec Patrick Laine. C'est un petit peu ça, je pense, la bémol là-dedans. Donc, verdict final, Steph. Le Canadien est présentement la première équipe repêchée. Ouais. On sait que c'est très serré dans l'Est. On sait que le Canadien a ses bébites à régler et depuis le début de la saison, ça ne se règle pas. Ça ne semblera pas se régler à l'interne, honnêtement, là, selon moi. Là, je pense qu'il va falloir qu'on commence à explorer d'autres avenues, mais on verra bien. Là, je parle évidemment des gardiens de but. Là. Est-ce que le Canadien va faire les séries cette année ou si on. Parce qu'on le sait, cette semaine, c'est une grosse semaine. Là. C'est sûr qu'au moment où vous allez écouter le podcast, elle va être passée, mais on parle quand même de Colorado, Vegas puis Buffalo qu'on n'est pas capable de battre depuis 2 semaines, même depuis le début de la saison tout court. Ouais. Et on tombe dans cette portion-là où le niveau de jeu augmente d'un cran aussi. Là, on arrive là, lentement mais sûrement vers les séries. Est-ce que les jeunes Canadiens pourront résister à ça et s'avoir une place en série ou si tu envisages une équipe qui va s'écrouler et va peut-être rater les séries par quelques points? Là. Moi, je pense que la seule chance qu'on a du côté des Canadiens de faire les séries, c'est si les Panthers, avec le retour de Ketchuk, ne fonctionnent pas. Évidemment, Barkov revient juste pour les séries. Là, ça ne sera pas fait avant un bout. Écoute, je pense qu'on est capable. Du côté des Canadiens, je pense qu'après la pause olympique, ça va aussi changer. Là. Je pense que l'alignement, pas l'alignement, mais les matchs sont pas moins difficiles. Mais je pense que le repos va faire du bien. Puis évidemment, tu sais, là, je vais entendre le monde dire « Ouais, mais tout le monde est à la même place, tout le monde est aussi fatigué. » Oui, je suis d'accord, mais ça reste que c'est un calendrier qui était vraiment éreintant la dernière semaine. Après la pause olympique, on a des matchs qui sont un petit peu plus prenables. Je pense que les 5 prochains qui s'en viennent, et ça va être vraiment aux Canadiens de décider ce qu'ils veulent faire. Là, donc, on va se battre jusqu'au match numéro 82, selon moi.
Mais on a la chance de prendre les Blue Jackets, les Islanders et les Flyers, les 3 dernières rencontres. Ça peut être au mois d'avril, là, donc ça peut être un plus du côté du Canadien, mais il ne va pas falloir lâcher. Si on a une disette du côté du Canadien de plusieurs rencontres, examen 4-5 rencontres de suite sans victoire ou sans points, là, ça va faire mal. Donc là, on est déjà à 2 de suite. Il ne faudrait pas que ça continue, mettons. Date limite des transactions. Qu'est-ce que Ken Hughes doit faire? Est-ce qu'on doit absolument ajouter? Est-ce qu'on garde le statu quo? On laisse les jeunes progresser? Puis, on le sait qu'on ne gagnera pas cette année de toute façon. Est-ce qu'on cherche à récompenser cette équipe-là, même si on a quand même déjà... on a signé quand même Texier durant la saison. On doit aller chercher Philippe Danault aussi. Est-ce que... où le Canadien doit-il s'améliorer, selon toi, pour maximiser leur chance de faire les séries? C'est sûr que devant le filet serait la réponse facile. Là. Effectivement. Mais les gardiens, on le sait, là, ça ne court pas les rues, les gardiens disponibles. Là. Il y a Wallstead, comme j'ai dit tantôt, qui pourrait l'être au Minnesota, mais je ne pense pas que le Canadien a ce qu'il faut pour transiger avec le Wild, là, qui cherche du court terme et qui veulent gagner là et non des espoirs et des choix au repêchage. Le Canadien en a plein. Est-ce qu'il y a une autre place où on doit s'améliorer du côté du Canadien pour Moi, je pense que c'est le chances? premier trio. Se faire un coup d'éclat du côté de l'organisation du Canadien, tu vas chercher un joueur de premier plan sur le premier trio. Et là, tu viens vraiment de renforcer tes 6 premiers attaquants. Mais là, encore une fois, tu vas aller chercher qui? C'est un petit peu ça le problème. C'est un petit peu qu'est-ce que tu vas donner. Je pense qu'on est capable de donner. Je pense qu'on veut peut-être pas donner ce qu'on veut avoir. Et là, tu vas chercher un joueur sur le premier trio pour les 7 prochaines années ou tu vas chercher un joueur du premier trio pour un peu les 2 prochaines années parce que tu sais que Strakov, comment il s'appelle le gars en Russie, là, j'ai perdu son nom. Là. Zarovski. Zarovski s'en vient. On sait que Michael Age s'en vient aussi dans les prochaines années. Donc, tu sais, qu'est-ce qu'on va faire ce côté d'organisation? Veux-tu gagner 2027-2028 ou 2029-2030? Moi, je pense que c'est la question. Moi, je pense qu'on est plus dû pour 29-30. Oui, c'est long encore. Ce moment-là, c'est encore 3-4 ans, c'est fatigant. Mais je pense que si on veut reconstruire sur des bonnes bases à long terme et avoir une équipe bonne à long terme, il va falloir être un petit peu plus patient ce côté du Canadien. Moi, je pense que, évidemment, un attaquant sur le premier trio, évidemment, c'est l'évidence même. Mais si on regarde dans les besoins plus réalistes qu'on serait capable d'aller chercher, moi, je pense que ça prend un défenseur d'expérience. Parce que Struble et Jacky, trop souvent, c'est 2 bons matchs pour 3 mauvais. On manque de constance dans les 2 cas. Les 2 ont leur bébête noire aussi là, dans leur jeu, là, des aspects qui brillent un peu moins. Et tu sais, Jacky et Struble, ça devrait être des défenseurs 6 et 7 et non 4 et 5 ou un gars qui joue avec Lane Hudson. C'est pas normal que Struble joue avec Lane Hudson. Ça prend, je pense, un défenseur d'expérience, un défenseur qui va aider. Tu sais, tu parlais tantôt de Dobson qui était décevant. Je pense qu'un défenseur vétéran qui va appuyer justement qui va enlever un peu un poids à ses épaules. Parce que tu sais, veux pas, Madison puis Dobson, c'est pas mal les vétérans, entre guillemets, de la ligne bleue, puis ils doivent transporter pratiquement Jacky, Struble, Hudson qui est jeune et même Carrier qui n'est pas si vieux que ça non plus. Fait que tu sais, quelqu'un qui pourrait dégager certaines responsabilités, certaines minutes de Madison et Dobson, là, qui pourrait peut-être leur enlever un petit peu de sur les épaules. Là, je pense que ça ferait bien d'ajouter un défenseur d'expérience parce que tu sais, du côté du Canadien, lorsqu'on essaie d'autres options, c'était quoi les autres options? C'est d'autres jeunes, c'est Ekstrom, là on parle de Rainbacker, on parle on commence à lancer des noms, mais c'est juste des jeunes, des gars qui n'ont pas d'expérience dans la ligue. Donc, ça prendrait un défenseur, pas un défenseur élite. Là, je ne parle pas d'aller chercher un défenseur qui va écouter les yeux de la tête, mais juste un défenseur qui peut jouer sur une deuxième, peut-être troisième paire, qui peut jouer des avantages numériques un peu pour enlever une certaine responsabilité à d'autres joueurs, puis qui va être plus fiable que les jeunes défenseurs, parce que là, je pense qu'on a juste trop de jeunes en défensive. Il y a Gouli aussi qui essaie de prendre du galon dans tout ça, mais n'empêche que c'est pas un défenseur qui a tant de galons que ça non plus là, depuis ses débuts dans LNH. Fait que, juste amener un autre vétéran peut-être pour mieux stabiliser ça. Puis sinon, évidemment, comme on a dit tantôt, attaquant top 6, ce serait l'évidence même, mais encore là, est-ce que le Canadien peut se lancer dans le Derby Panarin? Peut-être, mais ça va coûter les yeux de la tête. Puis j'ai comme l'impression, Stéphane, que tes Red Wings pourraient être dans le coup. Parce que j'aime beaucoup Patrick Kane. Je sais que les deux ont été réunis à Chicago, à New York aussi, de mémoire. Est-ce que la réunion pourrait se faire du côté de Détroit? Puis je pense que ça serait un bon fit aussi avec les Red Wings, qu'on a besoin d'alliés offensifs aussi. Là. Puis je pense qu'on a aussi les assets pour payer. On a quand même beaucoup d'espoir du côté des Red Wings. On a été dans la cave pendant quelques saisons, donc on a accumulé les choix. On peut se permettre là, de se débarrasser de quelques espoirs ou quelques jeunes joueurs. Je pense que ça pourrait se faire, un Panarin du côté de Détroit, mais tout ça pour dire que
je pense que Ken Hughes va être de tous les dossiers, va s'informer du prix, mais j'ai comme pas l'impression qu'il va pousser tant que ça à la date limite des transactions si le prix est trop cher parce que, comme on a dit tantôt, on n'est pas à un joueur près de gagner la coupe. Là, chez le Canadien, je pense qu'il nous manque encore quelques éléments. On peut peut-être faire une transaction, là, peut-être justement pour donner un petit nanan là, aux joueurs qui ont quand même bien travaillé depuis le début de la saison. Mais je ne m'attends pas nécessairement à des coups d'éclat. Ou du moins, si on fait un coup d'éclat, ça va être pour du long terme. Là, ça va être une transaction qui va aider l'équipe à long terme. Ça ne sera pas, un Thomas Juvanek comme on l'avait fait il y a 10 ans, là, qu'on a payé un choix de 2 puis un espoir, puis que c'était le gros joueur à aller chercher à date limite. Là, mais qu'après ça, on a juste décidé de le laisser aller. Je pense que si on fait un gros coup du côté de Ken Hughes, ça va être pour cette année, mais pour les plusieurs années à suivre aussi. Oui, exactement. Puis il va falloir le faire à long terme, anyway. Donc, comme tu dis, si on est pour lâcher les espoirs dans une transaction, je pense que du côté de Ken Hughes, de toute façon, on va l'avoir calculé. Mais je pense qu'on va peut-être moins voir des choix de repêchage sortir cette année du côté canadien. Là, je pense qu'on en a. On a un choix 1, un choix 2, un choix 3. On n'a pas beaucoup de choix. Là, on tombe plus dans la régularité des choix de première ronde, là, un à chaque année. Là. Ouais, on n'a pas. Je pense pas qu'on va repêcher 14 fois au prochain repêchage du côté du Canadien. Ça fait déjà 2-3 ans qu'on accumule tout ça. Mais dossier que je veux qu'on parle avant qu'on se quitte. Le fameux dossier de Robert Thomas du côté des Blues, que ça circule à gauche et à droite. Puis là, on commence à avoir des mock trades qu'on appelle avec le Canadien, que là, on échangerait quasiment la moitié du club pour Robert Thomas. On laisserait aller Age, on laisserait aller Zarovski, on laisserait aller, choix de première ronde, n'importe quoi. Est-ce que le Canadien doit effectivement se tourner vers un gars comme Robert Thomas? Est-ce que les Blues vont réellement échanger Robert Thomas? Parce que c'est leur meilleur centre. Je veux dire, oui, si on veut tomber dans une reconstruction, c'est peut-être une pièce à bouger parce qu'on va donner gros en retour. Mais je ne suis pas tant convaincu qu'on va échanger Robert Thomas. Je ne suis pas si convaincu que ça qu'on va le faire du côté de Saint-Louis. Là. Mais écoute, si tu vas chercher Robert Thomas du côté du Canadien, là, tu viens de faire un statement que tu passes à la prochaine étape. Là. On va se dire, là, tu viens vraiment d'aller chercher, je pense, un élément très fort pour la fin de ta reconstruction. Reste à voir si ça va se faire. Donc, tu sais, moi, je pense que si on le fait du côté des Blues, c'est vraiment comme est-ce qu'on a vraiment quelque chose de gros devant nous pour l'échanger. On fera pas ça juste pour aider une équipe pour le fun. Là. Je pense pas que c'est comme ça que ça va aller. Mais écoute, c'est beaucoup de noms qui circulent, beaucoup de gros noms qui circulent quand même, là. Voir qu'est-ce qu'il va donner, mais j'ai hâte de voir du côté d'une organisation qui va aller chercher un gars comme ça. C'est un joueur quand même de très grand talent. Là. Parce que moi, je t'appelle, je suis Doug Armstrong, je te dis, écoute, j'ai Robert Thomas à te donner, mais ça me prend soit Zarovski ou Age. Pas un pour un, là, mais ça prend minimum Zarovski ou Age. Est-ce que tu le fais du côté du Canadien? Ou si tu raccroches et tu dis je vais aller m'en chercher un moins cher ailleurs? Parce que, écoute, c'est sûr que c'est ça qu'on va demander du côté des Blues. Parce que, tu sais, je voyais des mock trades qui demandaient que le Canadien allait donner Kapanen. Je veux dire, les Blues n'en ont rien à cirer. Kapanen, là. Je veux dire, si tu veux aller chercher Thomas, ça te prend un des meilleurs espoirs au minimum de l'équipe qui va aller chercher son choix de première ronde, puis peut-être autre chose aussi. Là. Ça va coûter cher, hein, Robert Thomas. Il a fait vraiment ses preuves. Il est rendu à quoi, là, 27-28 ans, Thomas? Thomas, c'est 26. Si, il a juste 26 ans, c'est encore pire. Et il va arriver dans ses... C'est déjà qu'on est dans ses bonnes années, mais il va rester encore des bonnes années de son prime. Donc, on parle quand même d'un gars qui a 86 points, 81 points ces 2 dernières saisons. Ça va moins bien un peu cette année, mais les Blues sont moins forts aussi. Là, ils n'ont pas une bonne équipe là, dans l'ensemble. Thomas, ça demeure quand même des meilleurs éléments. En fait, c'est le meilleur joueur du club actuellement. Donc, ça va coûter quand même relativement cher là, du côté de Thomas. C'est un gars qui performe aussi en série. Là. Il a passé 8 points en 7 matchs. Fait que c'est pas un gars qui s'efface nécessairement. C'est un joueur de centre, ça a déjà plus de valeur. Ouais. Ça se paye, là. Ça sera un pas droitier en plus. Un droitier, c'est rare. Que tu vas aller le chercher. Là. Non, ça va te prendre des bons joueurs. Puis honnêtement, c'est un droitier en plus, donc c'est encore plus rare. C'est un gars qui est bon en avantage numérique aussi. C'est un autre plume à son arc.
Donc, oui, c'est peut-être un gars de petite taille. Il y en a qui vont dire, mais il est tout petit encore, ça ne fonctionnerait pas avec le Canadien. Ben, ça reste que. Il est petit, mais il est trapu. On parle quand même de 6 pieds, mais 207 livres. C'est pas un 6 pieds 170. Là, c'est un gars qui n'a pas peur d'aller dans un coin et chercher la rondelle. Dans ses bonnes années avec les Blues, à 86 points, il a fait quand même 48 minutes de punition. Donc, c'est un gars qui peut te donner du fil. Moi, je pense que ça va coûter au moins un choix avec un prospect prêt et un prospect. Rendu là, on peut peut-être donner un Ryan Backer puis enseveler les Blues, tant mieux, mais on l'a déjà fait, je pense, avec comment il s'appelle le défenseur qu'on a échangé? Logan Mailloux. Logan Mailloux. Je pense pas qu'ils vont dire hey, on t'envoie Mailloux, Ryan Backer, mon chum, ton avenir est prêt. Donc, je pense pas que ça va aller de ce côté-là, du côté d'Armstrong, mais reste que moi, je pense que tu peux mettre la main sur un Robert Thompson sur ton top 3, tu fais un statement. Reste à voir s'il veut venir jouer au Canada. Puis si on est capable d'avoir ça, parce qu'au niveau du salaire, je pense qu'on est capable de l'absorber. Fait que verdict final. Je t'appelle, je te dis, je veux minimum Age ou Zarovski, plus d'autres patentes, d'autres Age. Zarovski, je ne le connais pas assez. Je sais qu'il est très, très bon, mais pour moi, c'est toujours un flip. Là. C'est toujours un 25 cents que tu lances dans les airs si ça va fonctionner. Oui, Demidov est très, très performant. Reste à voir comment ça va aller à long terme. Puis, tu sais, moi, je pense que ça ne sera pas moyen du côté du Canadien, mais tu sais, Thomas, c'est un joueur établi. Comme ça, ça reste à voir. Tu prêt à gagner la Coupe cette année dans 3 ans ou dans 5? Ça, c'est l'organisation du Canadien qui le sait avec les recruteurs. Mais je ne changerais pas Age, mais Swarovski, moi, ça me dérangerait peut-être moins. Parce que c'est sûr que du côté de Thomas, tu as l'élément de on a l'échantillon, on sait ce qu'il amène dans la LNH, on sait qu'il va être bon. Age, des gars qui ont bien joué dans le tournoi de championnat mondial de hockey junior, puis qui n'ont pas tant bien joué après ça, je peux t'en nommer une couple. C'est pas garant de succès. Peeling qui a été nommé attaquant du tournoi dans son année, puis c'est un joueur LNH, c'est un joueur de 3e trio, mais c'est pas un gars top 6, là, malheureusement. Fait que tu sais, c'est un peu embêtant, honnêtement. Puis tu sais, est-ce qu'en faisant cette transaction-là, on tombe dans le piège du côté du Canadien de vouloir accélérer la reconstruction et aller chercher les éléments? Puis un peu comme on a fait avec Détroit, qu'on a fait un peu avec Ottawa aussi, puis que là, on se tire dans le pied. C'est ça ma crainte, honnêtement, de ce côté-là. Quoique Thomas est un excellent joueur, là, je pense pas que ça serait... on se tirait dans le pied avec cette acquisition-là, mais tu sais, on a déjà essayé d'accélérer avec Dobson. On a été chercher Bolduc, t'as cherché Dano. Ouais. On n'arrêtait pas de dire du côté du Canadien qu'on veut laisser la place aux jeunes, mais là, on continue d'ajouter des joueurs qui vont passer en avant de ces jeunes-là. Moi, c'est là que j'ai peut-être un petit problème là, à ce niveau-là. C'est là que je qu'on dit qu'on veut laisser la place aux jeunes, mais finalement, pas tant que ça. Là. En même temps, c'est aux jeunes de prendre leur place aussi, il faut le dire. Exactement. Là. Mais en tout cas, dossier à suivre, Steph. Je ne sais pas à quoi on peut s'attendre pour cette date limite des transactions-là. On dirait que les rumeurs commencent à fuser de toutes parts, mais on dirait que le 3/4 du temps, ça se concrétise assez rarement. Fait que, mais écoute, ça va arriver quoi, dans un mois, à peu près, un mois et demi. La date limite des transactions, ça va arriver quand même assez bientôt. 2 semaines après le temps des Olympiques, là, donc on parle le début mars. Donc, ça va arriver quand même assez vite. Dossier à suivre. Et surtout, qu'est-ce que le Canadien va faire? Est-ce qu'on va y aller avec le grand coup? Est-ce qu'on va y aller avec le statu quo? Ou on va juste aller chercher un petit ingrédient précis pour essayer de faire pogner la recette? Eh bien, on aura la réponse dans quelques semaines. En attendant, Stéphane, c'est déjà tout pour cette édition du podcast de Hockey sur demande sur les ondes d'Etchemin Télé. Évidemment, n'oubliez pas d'aller vous abonner à la chaîne d'Etchemin Télé. Autre que notre podcast, il y a également plein de contenus là, variés. Si vous voulez encourager un petit produit local, Etchemin Télé, allez voir ça sur YouTube, abonnez-vous. Sinon, de notre côté, si vous aimez ce qu'on projette, si vous aimez nos sujets, si vous aimez la façon qu'on vous divertit, eh bien, sachez qu'on a une chaîne YouTube à nous aussi, Hockey sur demande, où on fait des directs aussi, donc vous pouvez interagir avec nous et on vous répond. Donc, allez vous abonner à la chaîne d'Hockey sur demande. Sinon, en attendant, on vous souhaite une bonne semaine de hockey et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition. À plus tout le monde! Salut tout le monde. Bye bye, bonne semaine.